Lors des mariages, les tambours battaient plus fort que d'habitude comme pour couvrir l'inconfort général, et les enfants, innocents, riaient en criant « Tata Aïssatou, ton odeur a battu le vent ». Certains se pinçaient le nez en passant près d'elle, mais Aïssatou, toujours majestueuse, ne se laissait jamais atteindre. Elle se tenait droite, son visage maquillé d'un rouge à lèvres éclatant, ses colliers d'ambre descendant sur sa poitrine, et chaque fois qu'on la provoquait elle répliquait d'une voix posée « Ce n'est pas la sueur qui tue, c'est la pauvreté ». Cette phrase devint sa devise, répétée dans tout le village. Certains la prenaient comme une moquerie, d'autres comme une vérité profonde, mais personne ne pouvait l'ignorer. Les réactions se multiplièrent. Les femmes du marché, assises derrière leur tas de tomates et de piments rouges, éclataient de rire chaque fois qu'elles la voyaient passer, chuchotant entre elles que même les mouches du village commençaient à la respecter. On disait que les moustiques l'évitaient désormais, préférant piquer d'autres victimes. On ajoutait que les fleurs du jardin fanaient aussitôt qu'elle s'asseyait près d'elle. Dans le village resplendissant de Ndambo, où chaque maison semblait peinte par le soleil lui-même et où les manguiers s'inclinaient comme pour saluer la grandeur de ses habitants, un soir de fête éclata une parole qui allait changer à jamais le destin d'une jeune femme. Elle a refusé de se laver pendant 1 an pour de l'argent. La soirée était douce, l'air parfumé par les grillades de poissons et le son des balafons qui se mêlaient au rire des enfants courant entre les jambes des adultes. Les femmes portaient des boubous chatoyants, leur parure scintillait sous la lune, et les hommes, vêtus de basins riches, discutaient à voix haute de commerce et de prestige. Parmi eux, trônait Aïssatou, la plus belle des héritières du village, une femme dont la peau brillait comme l'ébène poli, dont le port de tête rappelait celui d'une reine et dont la richesse provenait des immenses plantations de cacao léguées par son défunt père. On disait qu'aucun bijou ne pouvait égaler la lueur de son regard et qu'aucune fleur ne pouvait rivaliser avec son éclat. Mais ce soir-là, entre 2 éclats de rire et des verres de vin de palme qui rendaient les esprits plus audacieux, un riche commerçant connu pour son arrogance lança un défi insensé. Aïssatou, toi qu'on dit courageuse, raffinée et orgueilleuse, oses-tu refuser de te laver pendant 1 an, un seul, et je t'offrirai une fortune qui ferait trembler les lions eux-mêmes? Le silence tomba brusquement, comme si même les tambours s'étaient arrêtés de battre. Tous attendaient la réaction de la jeune femme, persuadés qu'elle éclaterait de rire et balayerait la proposition d'un revers de main. Mais ses yeux brillèrent d'un éclat étrange, un mélange de provocation et de calcul. Elle sourit, laissant apparaître ses dents blanches comme le lait frais, et répondit calmement, « Si c'est l'argent qui parle, alors je suis prête à écouter. » Un murmure parcourut la foule, oscillant entre l'admiration et le scandale. Certains éclatèrent de rire, croyant à une plaisanterie de plus, tandis que d'autres se regardaient, interloqués, comme si la terre avait soudain tremblé sous leurs pieds. Le commerçant insista, croyant qu'elle bluffait, mais Aïssatou, debout au milieu de la foule, leva les mains pour faire taire les murmures et dit d'une voix ferme, « Que tout le village en soit témoin, à partir de cette nuit, je ne toucherai plus l'eau ni le savon pendant 1 an entier. Au bout de ce temps, je réclamerai ce que tu m'as promis. » Un brouhaha envahit la place. Les vieilles femmes se tapèrent les cuisses en riant, les jeunes filles écarquillaient les yeux, les hommes secouaient la tête d'un air incrédule. « Elle est folle, murmurait-on. Ou bien, elle a le cœur d'un lion, ajoutaient d'autres. Mais dans son regard, il n'y avait ni hésitation ni peur, seulement la fierté d'une femme qui savait ce qu'elle valait et la curiosité d'une âme prête à défier l'impossible. Cette nuit-là, alors que les tambours reprenaient, plus bruyants encore, et que les rires couvraient la stupeur, Aïssatou rentra chez elle. Dans sa somptueuse villa entourée de fleurs parfumées et de colonnes en marbre importé, elle se regarda longuement dans le grand miroir incrusté de perles et murmura pour elle-même, « Ce n'est pas la sueur qui tue, c'est la pauvreté. » Puis, sans même effleurer la calebasse d'eau posée près de son lit, elle s'allongea, prête à commencer ce défi fou qui, sans qu'elle ne le sache encore, allait secouer tout Ndambo et bien au-delà. Les premiers jours passèrent comme une brise légère, et dans le village de Ndambo on croyait encore que la décision d'Aïssatou n'était qu'un simple caprice de riche, une folie passagère qui finirait par s'éteindre d'elle-même, comme un feu sans bois. Pourtant, la jeune héritière resta fidèle à sa parole. Chaque matin elle s'habillait avec ses boubous de soie venus de Dakar, ses foulards aux couleurs éclatantes et ses bijoux d'or qui scintillaient au soleil, mais pas une seule goutte d'eau ne touchait son corps. Au début, les villageois observaient la situation avec amusement, se disant qu'elle ne tiendrait pas une semaine. Mais très vite, quelque chose changea. Son parfum naturel commença à se transformer,
d'abord subtile, puis de plus en plus prononcée. Lors des cérémonies, on voyait les invités tousser discrètement, déplacer leurs chaises ou prétexter un appel urgent des ancêtres pour quitter l'endroit où elles s'installaient. Mais malgré les blagues, Aïssatou avançait avec la dignité d'une reine, portant ses sandales de cuir fin et ses sacs en perles comme si de rien n'était. Et plus le temps passait, plus les positions se divisaient. Certains villageois l'admiraient en secret, fascinés par son courage et sa capacité à défier la honte publique avec autant d'assurance. D'autres murmuraient qu'elle était devenue folle, qu'une malédiction finirait par s'abattre sur elle et sur tout le village si elle continuait à provoquer les lois de l'hygiène et des ancêtres. Mais dans son cœur, Aïssatou ne voyait qu'un objectif, prouver que sa volonté valait plus que les moqueries, et que la richesse à venir justifierait tous les sacrifices. La vie quotidienne devint un théâtre étrange. Lors des repas de famille, on servait toujours un plat à part pour elle, loin des autres convives, et les enfants recevaient l'ordre de ne pas trop s'approcher. Mais elle, loin de se vexer, savourait son assiette avec un sourire triomphal, comme une reine assise sur un trône invisible. Dans les fêtes du village, on sentait son arrivée avant même de la voir entrer, et tous les regards se tournaient vers elle, mi-amusés, mi-écœurés, mais toujours curieux. On la critiquait le jour, on riait d'elle le soir, mais on parlait toujours d'elle, et cette attention la confortait dans sa détermination. Les mois défilaient. 3 mois, 6 mois, 9 mois. La rumeur commença à dépasser les limites de Ndambo. Dans les villages voisins, on racontait qu'une femme riche et belle avait décidé de défier l'eau elle-même pour devenir plus riche encore. Certains disaient qu'elle n'était plus une simple mortelle, que son odeur n'était pas seulement celle de la sueur, mais un parfum mystique qui révélait sa connexion aux esprits. D'autres affirmaient que seuls les ancêtres pouvaient lui donner une telle force de résister à la honte et à l'isolement. Pendant ce temps, Aïssatou continuait à s'habiller chaque jour comme une princesse, achetant toujours de nouveaux habits, toujours plus luxueux, comme pour rappeler à tous que sa richesse restait intacte, que l'or qu'elle portait valait plus que le savon et l'eau qu'elle refusait. Mais au fond, malgré son assurance affichée, des fissures apparaissaient. Certains soirs, seule dans sa chambre immense parfumée par des encens trop faibles pour masquer son corps, elle regardait son reflet et se demandait si le pari en valait vraiment la peine. Elle se souvenait de la douceur de l'eau sur sa peau, des bains parfumés aux fleurs de karité que sa mère lui préparait autrefois. Mais aussitôt que le doute montait, elle serrait les dents et murmurait encore, « Ce n'est pas la sueur qui tue, c'est la pauvreté. » Sa détermination restait intacte. Et le village, malgré les rires et les moqueries, commençait à sentir que cette histoire prenait une ampleur inattendue. Car ce qui paraissait au départ un simple jeu devenait désormais un véritable phénomène. Aïssatou, sans s'en rendre compte, était en train d'écrire une page étrange de l'histoire de Ndambo. Tous attendaient la fin de l'année, impatients de savoir si elle gagnerait le pari, ou si une catastrophe surviendrait avant l'échéance. Mais une chose était déjà certaine. Plus personne ne voyait en elle une femme ordinaire. Elle était devenue le sujet de toutes les discussions, un mystère vivant, un mélange de drame et de comédie qui faisait vibrer les cœurs entre admiration et dégoût. Et dans ce contraste naissait une tension qui promettait des rebondissements bien plus grands encore. À partir du 6e mois, les choses prirent une tournure que personne n'avait imaginée. Ce qui n'était qu'un pari absurde devint une légende vivante et un terrain fertile pour toutes sortes de rumeurs. Les hommes riches du village, mais aussi des étrangers venus de très loin, commencèrent à s'intéresser de plus près à Aïssatou. Certains disaient que son odeur particulière n'était plus seulement celle de la sueur humaine, mais une signature invisible des esprits, un parfum étrange qui éveillait la curiosité et la convoitise. Les vieilles femmes aux yeux sages affirmaient en chuchotant qu'elle avait sans le savoir déclenché une épreuve initiatique que seuls les ancêtres pouvaient comprendre. Dans les soirées où elle apparaissait vêtue de ses pagnes de soie, coiffée de turbans brillants et couverte de colliers d'or, certains hommes la regardaient désormais comme une créature mystique, une femme qui avait franchi une barrière que personne n'oserait franchir. Ce qui faisait fuir les uns intriguait les autres. Dans les recoins sombres des cours du village, on entendait les conversations des jeunes commerçants qui rêvaient de s'attirer ses faveurs, convaincus que l'odeur qu'elle portait était en réalité un bouclier invisible qui chassait les mauvais esprits. D'autres plus ambitieux venaient la courtiser en secret, lui offrant des cadeaux étranges, comme des poudres parfumées, des pierres précieuses ou des épices rares, croyant que sa proximité leur apporterait chance et prospérité. Aïssatou, amusée, acceptait parfois ces présents sans rien promettre en retour, se contentant de sourire d'un air mystérieux,
comme si elle seule savait ce qui se jouait réellement. Plus les mois passaient, plus son luxe s'étalait aux yeux de tous. Elle organisait de somptueux banquets dans sa villa, invitant musiciens et danseurs pour célébrer sa richesse croissante. Les tables se couvraient de mets que même les plus riches n'avaient pas l'habitude de goûter, et malgré son odeur toujours plus forte, les convives affluaient, fascinés par le personnage qu'elle était devenue. Les rumeurs se transformèrent en certitudes pour certains. On disait qu'elle avait signé un pacte secret avec les ancêtres, que sa décision de ne pas se laver n'était pas un simple pari, mais un sacrifice, une offrande qui lui ouvrait les portes d'un pouvoir caché. Les enfants chantaient des comptines à son sujet, inventant des histoires où elle apparaissait comme une reine protégée par des génies invisibles. Même les vieillards les plus sceptiques commençaient à se demander si Aïssatou n'était pas en train de dépasser la condition humaine pour entrer dans un mystère que seuls les sages des temps anciens pouvaient comprendre. Mais au milieu de cette aura mystique, l'humour populaire ne s'éteignait jamais. Dans le marché, on riait en disant que les chiens du village avaient perdu leur flair à force de la sentir. Certains affirmaient que même les poissons du fleuve refusaient de sauter lorsqu'elle s'approchait de l'eau. Les moqueries restaient nombreuses, mais elles n'avaient plus le même poids qu'au début. Car désormais, la honte avait laissé place à une étrange fascination. On ne riait plus seulement d'elle, on l'observait avec un mélange de respect, de peur et d'incrédulité. Dans son intimité, Aïssatou vivait cependant des nuits plus troublées. Des rêves étranges venaient la visiter, des voix d'ancêtres murmurant dans une langue qu'elle ne comprenait pas, des visions d'eau transformées en flammes, de richesses entassées au milieu d'ombres qui riaient. Elle se réveillait en sueur, respirant l'air lourd de sa chambre parfumée par des encens que même ses servantes n'arrivaient plus à supporter. Pourtant, le lendemain, elle se levait comme si de rien n'était, revêtant ses plus beaux habits, affichant son plus grand sourire et répétant sa phrase fétiche. Le village tout entier se divisait de plus en plus. Les sceptiques l'accusaient de se ridiculiser, les croyants affirmaient qu'elle portait désormais une mission spirituelle. Même ceux qui la critiquaient en public venaient en secret s'inspirer de sa détermination. Et l'approche de la fin de l'année créait une tension palpable. On comptait les jours, on se demandait ce qui arriverait, si le commerçant tiendrait sa promesse, si les ancêtres interviendraient ou si Aïssatou s'effondrerait avant la fin. Mais ce qui restait évident, c'était que le pari avait dépassé sa simple dimension matérielle. Ndambo n'était plus un village ordinaire. C'était devenu le théâtre d'une histoire où l'humour et le drame, la richesse et la misère, la foi et la moquerie se mêlaient en un mélange insaisissable. Et au centre de cette tempête, Aïssatou, immobile comme une statue vivante, avançait pas à pas vers la fin de l'année, portant avec elle non seulement l'odeur de son sacrifice, mais aussi le poids d'un mystère que personne n'osait encore nommer. Le jour tant attendu arriva enfin et dans le village de Ndambo, l'air vibrait d'une tension que même les tambours ne parvenaient pas à couvrir. Les gens s'étaient levés tôt, parés de leurs plus beaux habits, comme si un mariage royal ou une cérémonie sacrée allait avoir lieu. Tous voulaient voir de leurs propres yeux la fin du pari insensé d'Aïssatou, cette femme qui avait défié l'eau, le savon et même la logique humaine pendant un an entier. La grande place du village était pleine à craquer. Les enfants grimpaient aux arbres pour mieux apercevoir, les femmes s'éventaient avec des morceaux de pagne malgré l'excitation, et les hommes parlaient à voix basse, certains admiratifs, d'autres impatients de voir la chute de celle qu'ils avaient surnommée la reine de la sueur. Au centre, sur un tapis de velours rouge qu'elle avait elle-même apporté, Aïssatou se tenait debout. Plus majestueuse que jamais, vêtue d'un boubou en soie dorée, le visage maquillé avec soin et ses colliers d'or scintillant au soleil. On aurait dit une reine africaine sortie tout droit d'un conte ancien. Son parfum, ou plutôt son aura désormais indescriptible, se répandait dans l'air, provoquant un mélange de grimaces et de murmures. Pourtant, personne n'osait détourner les yeux. Puis arriva le commerçant, celui qui avait lancé le pari un an plus tôt. Vêtu de son plus riche basin bleu, il avançait avec arrogance, escorté par des porteurs qui traînaient derrière lui une grande malle en bois sculpté. Le silence tomba quand il s'arrêta devant Aïssatou. Avec un sourire moqueur, il fit signe à ses porteurs d'ouvrir la malle et l'éclat des pièces d'or illumina la place. Les villageois poussèrent un cri d'admiration. Jamais ils n'avaient vu autant de richesses réunies en un seul endroit. Le commerçant leva la main et déclara d'une voix forte. Aïssatou, tu as tenu ton pari. Mais qui a dit que cet argent serait pour toi? Un frisson parcourut la foule. Les regards se croisèrent. Certains eurent honte, d'autres éclatèrent de rire,
croyant à une provocation. Mais Aïssatou ne broncha pas. Au lieu de s'emporter, elle laissa échapper un rire cristallin, un rire qui résonna étrangement dans l'air lourd. Puis, avec une assurance qui glaça plus d'un, elle répondit, « Tu crois que je me suis privée de l'eau pour ton or? Tu crois que je suis restée un an sans bain pour tes promesses? Pendant que tu pensais que je souffrais, moi j'investissais. Pendant que tu me ridiculisais, moi je bâtissais. Aujourd'hui je suis plus riche que toi. » À ces mots, elle claqua des doigts et ses serviteurs apportèrent des coffres remplis d'épices rares, de bijoux précieux et de rouleaux d'étoffes venus des contrées lointaines. Les femmes du village écarquillèrent les yeux, les hommes restèrent bouche bée. Tout le monde comprit alors qu'Aïssatou avait utilisé cette année de supplice apparent pour créer en secret un empire commercial plus solide que celui du commerçant arrogant. Le rire général se retourna contre lui et il devint pâle comme un linge, sentant que son orgueil venait de se briser devant toute l'assemblée. Mais le véritable choc n'était pas encore arrivé. Car après avoir exposé sa victoire, Aïssatou leva les bras et annonça qu'elle était prête à accomplir son dernier geste. Se laver enfin. Un grand bassin d'eau claire avait été placé au centre de la place, décoré de fleurs et de feuilles de palme. Tous retenaient leur souffle. C'était le moment symbolique que tout le monde attendait, le moment où elle redeviendrait une femme comme les autres. Aïssatou s'approcha lentement, souleva son pagne doré et plongea ses mains dans l'eau. Mais aussitôt, un cri jaillit de la foule. L'eau, pure et limpide quelques secondes plus tôt, commença à se troubler. Elle prit une teinte sombre, épaisse, jusqu'à devenir rouge comme le sang. Les gens reculèrent, horrifiés. Certains crièrent au sortilège, d'autres au signe des ancêtres. Les enfants éclatèrent en pleurs et même les tambours cessèrent de battre. Aïssatou resta immobile, les mains encore plongées dans ce liquide désormais effrayant. Son visage affichait toujours le même sourire énigmatique, mais ses yeux brillaient d'un éclat inquiétant. On aurait dit qu'elle s'y attendait. Personne n'osait bouger, ni parler. Le silence pesait comme une montagne sur les épaules de tous. Puis, lentement, elle leva ses mains couvertes de ce sang mystérieux et les montra au ciel comme une offrande. Un vent violent se leva soudain, faisant s'envoler les foulards des femmes et les chapeaux des hommes. Certains tombèrent à genoux, persuadés d'assister à une révélation mystique. D'autres s'enfuirent en hurlant, convaincus qu'un malheur allait s'abattre sur le village. Aïssatou resta debout, seule au centre de la tempête, comme une figure intouchable. Et c'est dans ce chaos, entre peur, fascination et stupeur, que le village de Ndambo comprit que ce pari n'était pas terminé. Ce qui devait être la fin n'était en réalité que le commencement d'une histoire bien plus grande, une histoire où l'argent, la sueur et le sang se mêlaient désormais dans un mystère que personne n'avait encore le courage de nommer. Cette histoire nous apprend que la dignité et la persévérance valent plus que la moquerie et que la vraie richesse naît de l'intelligence et du courage face aux épreuves. Dites-moi de quel pays vous me suivez afin que je sache jusqu'où voyagent nos récits. Abonnez-vous, commentez et partagez pour ne manquer aucune nouvelle histoire qui fera vibrer votre cœur.